L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Voici le deuxième épisode sur les éducations alternatives avec Marie-Ève Blanchette, représentante de l'AQED pour la région de la Gaspésie. L'école à la maison est une méthode d'éducation alternative qui consiste à enseigner les matières à ses enfants à la maison plutôt qu'à l'école. Cette approche offre de nombreux avantages, notamment la personnalisation de l'enseignement, un environnement d'apprentissage plus calme et sûr et des liens familiaux renforcés. L'école à la maison est également une option éducative viable et réussie, offrant une alternative à l'éducation traditionnelle pour ceux qui préfèrent une approche plus adaptée à leurs croyances. Bien que cette méthode ne soit pas pour tout le monde, elle offre une option éducative précieuse qui mérite d'être considérée. Ça fait 8 ans qu'on fait l'école à la maison. Nous, on est originaire de la Montérégie. Ça fait 3 ans qu'on est en Gaspésie. Donc, moi, je pourrais vous parler de mon expérience en lien avec tout ça. Mais tu sais, je ne suis pas originaire de la Gaspésie. D'accord. Puis, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez pris cette décision et pourquoi vous en êtes arrivé à prendre cette décision de ne pas mettre les enfants à l'école? Fait que nous, dans le fond, on a 3 enfants et puis c'était pas une décision qui était prévue, donc on n'avait pas organisé ça dans notre vie. C'est vraiment quelque chose qui s'est présenté à nous. Donc, on a un enfant qui a été 6 mois à la maternelle. Donc, on a fait un essai dans le système scolaire pour réaliser que ça n'allait pas du tout. Et puis, on a, pour notre enfant, tu sais, nous, on n'est pas du tout contre l'école, pas du tout. C'est juste que pour nous, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a pris une avenue différente. Fait que moi, j'ai un enfant qui a fait 6 mois à la maternelle et j'ai 2 autres enfants, eux, qui n'ont jamais fréquenté de milieu scolaire. Donc, ça fait 8 ans là, qu'on fait l'école à la maison. On a choisi cette avenue-là parce que il y avait certaines difficultés pour mon fils et puis on voulait placer des adaptations là, autour de lui. Malheureusement, on n'avait pas accès à ça rapidement dans le milieu scolaire. Donc, on a décidé là, de faire un chemin différent. Ce que je comprends, c'est que vous vous êtes adapté, vous, à sa situation à lui. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, on avait un enfant qui avait des différences et puis pour lequel, il n'y avait pas de réponse pour lui dans le milieu scolaire. Donc, on a voulu adapter ça à sa situation. Puis l'école à la maison, ça permet cette grande flexibilité-là d'adaptation pour chacun des enfants en réalité. Donc, on n'a pas beaucoup d'enfants. Tu sais, si on calcule le prorata, mais on n'a pas beaucoup d'enfants par enseignant. Donc, comme moi, j'en ai 3, ce qui fait une grosse différence comparativement à une classe. Et il y a aussi l'aspect où est-ce qu'on va diminuer les stress ambiants pour l'enfant. Là. Donc, moi, c'était un défi pour mon fils. Il y avait beaucoup de défis au niveau des bruits et tout ça. Donc, tandis que quand il est toujours à la maison, mais on évite le transport, on évite l'habillage, déshabillage qui était un défi, on évite les stress aussi liés au changement d'environnement. Donc, ça faisait une différence. Puis là, je veux bien
faut bien faire attention. L'école à la maison, là, je viens de dire quand on est toujours à la maison, mais l'école à la maison, c'est extrêmement bien structuré au Québec. Puis il y a beaucoup de groupes de parents qui se rencontrent, qui organisent des activités, puis qui développent autour de l'éducation de leurs enfants, des parents souvent passionnés, qui ont un autre, comme moi, je suis agricultrice de métier, donc on a un autre métier, on apporte nos connaissances à travers l'éducation de nos enfants. Puis on est toujours, il y a beaucoup de parents qui sont extrêmement stimulés à organiser des activités, ce qui fait en sorte que ça offre une très grande richesse. Donc l'école à la maison, c'est pas nécessairement une école qui se passe que dans la maison. C'est juste la maison, on peut le comparer un peu au noyau familial qui va se promener toujours ensemble. Donc, on a toujours cet attachement-là avec le parent. C'est sûr qu'il y a des activités aussi qui peuvent être par inscription, où est-ce qu'on va aller porter l'enfant pour une journée avec toujours le même groupe. Mais la plupart du temps, ça se passe multi-âge, parents-enfants. Puis là, ben, ça crée des grosses activités de groupe où est-ce que les parents participent beaucoup, puis les enfants aussi. Donc, ça offre cette richesse-là. Donc, je veux spécifier que l'école à la maison, c'est pas simplement l'école dans la maison, mais c'est dans l'univers familial qui, lui, va se déplacer pour aller expérimenter, puis découvrir, éduquer. On va tous, dans le fond, évoluer ensemble, mais il y a énormément d'activités, que ce soit scientifique, que ce soit historique, des musées. Les parents d'école maison sentent le besoin de socialiser entre eux, sentent aussi le besoin pour leur enfant de socialiser. Donc, on répond à ces besoins-là de multiples façons. Donc, ce que je comprends bien, c'est que votre expérience, elle a commencé parce que vous vous êtes adapté à ce premier enfant. Et tu me disais que tu en avais 3, donc j'imagine que tu as assez apprécié ça, que les autres ont suivi dans le même élan. Oui. On avait premièrement des horaires atypiques vu notre métier. Et puis, c'est sûr et certain que on avait déjà une fratrie très proche, donc nos enfants n'avaient pas fréquenté les milieux des services à la petite enfance. Donc, la fratrie était très, très proche. Donc, ça a été comme naturel, complètement naturel de continuer à faire l'école à la maison aux 2 autres par la suite. Donc, tout était déjà mis en place de toute façon. Puis, qu'est-ce qui se passe souvent en école à la maison, c'est que moi, dans mon cas, en tout cas, c'est que en stimulant mon premier enfant, ben je stimulais aussi les 2 autres. Donc, on adapte les activités. Moi, il y avait énormément de manipulation dans mes activités. Donc, mon fils de 2-3 ans pouvait évoluer avec ses frères et sœurs. Simplement que lui, ben, à la différence des 2 autres, parce que les 2 autres sont plus collés, ils ont quelques mois de différence, donc eux autres, c'était comme plus scolaire dès le départ, mais à la différence, le 3e, lui, il n'y a pas une date précise où est-ce qu'il a commencé à faire l'école, vous voyez, ça faisait partie de sa vie, toutes ces activités-là, fait qu'il a juste continué à évoluer. Donc, il y avait 3-4 ans, puis il participait déjà aux activités des clubs de lecture, tout ça. Donc, ça s'est fait naturellement pour lui, l'entrée dans l'apprentissage, mais en même temps, c'est qu'en école maison, on ne sépare pas nécessairement tout dans des... je veux pas mal le dire, mais on ne sépare pas tout dans une organisation comme extrêmement structurée comme à l'école. Souvent, on va voir les apprentissages comme quelque chose en continu, puis on va toujours profiter du moment de ce qui se passe dans notre vie pour apporter des apprentissages. Donc, les apprentissages se font extrêmement naturellement. Je vais vous donner un exemple. Nous, ici, on a 100 acres de bois en arrière, puis on a un ami qui est très connaisseur en bois. Donc, mais tous les marches qu'on va prendre avec ce groupe d'amis-là, on va faire de la recherche de champignons, on va faire de l'identification d'arbres, on va aller parler des cultures, des Premières Nations, comment ils pouvaient vivre dans cette réalité-là, où est-ce qu'on n'avait pas de maison, puis où est-ce qu'on exploitait les ressources naturelles. Et là, ben moi, mes parents habitent encore à Montréal, on déménage en Gaspésie, donc vous pouvez voir que ben on peut facilement faire des liens avec qu'est-ce qui se passait en Gaspésie comparativement à qu'est-ce qui se passait à Montréal, vu qu'est-ce qui était disponible autour
de ces peuples-là. Exemple, je vous donne un exemple, mais tout ça se fait extrêmement naturel dans du multi-âge. Donc, il y a des enfants qui vont avoir plus de questions, d'autres, ils vont être plus écouteurs. Ils vont être plus attentifs à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans l'activité. Puis après ça, on peut rassembler les idées pour les structurer pour faire comme une activité qu'on va tricoter autour de ça. Exemple, on peut faire clairement du pain bannique pour de vrai qui était utilisé par ces nations-là. On va aller sur le bord de l'eau pour voir aussi la réalité des premiers peuples qui sont arrivés. Puis dans l'évolution, aujourd'hui, de quoi ça a l'air comparativement avant. Moi, je suis toujours très passionnée par toutes ces affaires-là. Là. Donc, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Donc, si on va dîner, ça va être juste un dîner sur le thème de ce qu'on a vu pendant la journée, puis on va beaucoup essayer des choses. Des fois, ça sera pas bon. Des fois, ça va être bon, puis on a un deuxième plan, puis c'est pas plus grave que ça. Là. D'accord, ouais, vraiment très intéressant. Est-ce que quand tu parlais comment tu avais commencé déjà il y a un petit moment, est-ce que quand tu as démarré et encore aujourd'hui, quels outils tu as utilisés ou tu utilises encore aujourd'hui pour justement, parce que tu parlais d'un groupe où il y a des groupes qui peuvent se retrouver ensemble, comment est-ce que tu les as trouvés? Parce que on va dire que souvent sur un territoire comme la Gaspésie, ça peut être assez étalé, c'est pas forcément nos voisins proches qui font ça. Comment tu as réussi à te regrouper? Enfin bref, comment tu as trouvé l'information nécessaire pour pouvoir t'aider, te supporter là-dedans? C'est sûr qu'au niveau de la QED, on essaie d'avoir des représentants régionaux. Donc, la première chose que je sentais le besoin de faire partie d'une association, de me regrouper avec des gens qui me ressemblaient. Donc, ça fait déjà, je pense, 6 ou 7 ans que je suis membre et bénévole de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Et on offre au maximum de ce qu'on peut des représentants régionaux pour pouvoir lier les gens. Et là, ça va dépendre des régions, puis je vous dirais aussi que ça va dépendre de l'âge et du besoin des enfants. Donc, moi, je vous dirais que notre école à la maison, elle a évolué en même temps que nous. Donc, je vous dirais que je suis pas la même maman que j'étais il y a 8 ans en rapport avec l'éducation de mes enfants. Il y a des choses qui se sont modifiées. Il y a eu des moments où est-ce que mes enfants avaient plus besoin de socialiser. Il y a eu des moments où il y avait moins besoin de socialiser. Donc, on répond aussi à ce besoin-là. Mais le but des représentantes régionales, c'est d'au moins de pouvoir lier les parents dans une réalité qu'on a tous et pas se sentir à part. Donc, souvent, on a des questionnements en lien avec l'éducation à domicile, à dire, est-ce que mon enfant chemine dans le bon rythme? Est-ce que c'est normal que je me sente un peu perdue en rapport à ça? Ou est-ce que c'est normal que je cherche des ressources? Où est-ce que je peux trouver des ressources? Fait que il y a tout un aspect là, tu sais, il y a souvent des mamans dernièrement là, il y avait des mamans de la Gaspésie qui me contactaient, puis son bébé il avait 6 mois. T'sais, elle voulait savoir où vérifier, où chercher. Elle, c'était déjà dans ses projets. Tandis que d'autres parents, eux, vont retirer leur enfant plus tard dans la scolarité parce que l'enfant vit quelque chose. Puis là, à ce niveau-là, le support est autrement. Les personnes vont souvent chercher plus comment mettre en place la structure tout de suite, comment je peux être en règle avec le gouvernement pour pas avoir de problématiques puis avoir du support aussi. Donc, où est-ce que je peux trouver des ressources? Donc là, ça va toujours varier à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui est le besoin du parent. Mais souvent, surprenamment, il y a des personnes ressources. Puis souvent, il y a même beaucoup de parents éducateurs qui sont autour de nous qu'on le sait pas. Tu sais, on n'est pas au courant, puis là, on commence à embarquer là-dedans, finalement, c'est vrai que ça peut pas être notre voisin direct, mais des fois, c'est juste la rue à côté ou c'est juste le village à côté où finalement, il y a un groupe dans notre région où on doit se déplacer un petit peu plus pour aller dans une autre région, mais dans cette région-là, il y a des belles activités aussi, là. Fait que ça dépend, puis il y a aussi
tout l'aspect avec la COVID, il y a eu tout l'aspect multimédia, là, tout l'aspect Internet qui s'est développé, donc des activités par Zoom qu'on peut participer. Je vous donne un exemple, il y a la Maison Théâtre de Montréal qui offrait des ateliers d'écriture et qui, durant la COVID, s'est mis à les offrir de façon virtuelle. Fait que ça, c'était des beaux ateliers aussi. Fait que quand on se met à faire des recherches, là, il y a plein d'ateliers gratuits disponibles pour nos enfants si on est un peu plus isolé, ou des fois même des groupes qui sont carrément là. Je vous dirais, c'est sûr que plus on se rapproche de Montréal, plus il y a de groupes, mais comme ici, à Rimouski, il y avait un gros groupe. À Gaspé, il y a un bon groupe. Moi, ça fait quelques années que je suis à Matane et je vois le groupe se développer, là. D'accord. Alors, j'aimerais que, je sais qu'on peut pas toutes les faire tomber en une discussion comme ça, là, mais des fois, il peut y avoir certains préjugés quand on en parle avec certaines personnes qui sont pas habituées à entendre ces formules-là. Mais il y a celui, entre autres, par exemple, que l'enfant ne pourrait pas forcément être prêt pour intégrer plus tard une école, une université ou un cégep selon l'année où il voudrait intégrer une scolarité, on va dire, standard, plus officielle. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Parce que moi j'écoute des vidéos sur ce sujet-là, mais les gens donc je suis quand même convaincu de ça. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens si jamais on te pose cette question, ou les gens qui ont la curiosité, ou les gens qui auraient un intérêt à ça? Et je sais qu'on ne peut pas faire tomber toutes les craintes comme ça en une petite discussion, mais par exemple celui-ci, qu'est-ce que tu dirais? En réalité, il y a une sécurité à être prise en charge dans certains secteurs. Moi, c'est ma croyance profonde que aujourd'hui, avec tout ce qui est disponible autour de nous, c'est très facile d'aller chercher. Autant c'est facile d'aller sur googler pour savoir comment faire un gâteau. Autant si on veut approfondir nos connaissances dans certaines pédagogies, dans certaines mises en place, il n'y a que l'énergie humaine qui pourrait bloquer ça. Parce que il y a énormément de choses disponibles, que ce soit sur les réseaux Internet, que ce soit des livres. Je veux dire, on a aussi accès en tant que parents à toutes les documentations. Je vous donne un exemple, des livres qui ont été écrits pour les professeurs dans certaines maisons d'édition. Bien, on peut aussi les acheter. Il n'y a rien qui nous empêche de les acheter et de se les approprier. Donc, tout ça, c'est disponible. Donc, l'énergie humaine, à ce moment-là, tu sais, je vous donnerai un exemple, mon exemple personnel. Moi, je suis agricultrice de métier et mon fils et mes enfants, ce qui répondait le mieux dans leur adaptation scolaire, c'était la méthode Montessori, une méthode italienne qui a été créée au début des années 1900 par un docteur, Maria Montessori. Je connaissais rien. Moi, je ne suis pas pédagogue de ça, mais aujourd'hui, j'ai énormément de connaissances en méthode Montessori. Je fais des conférences pour les parents éducateurs sur la méthode Montessori et tout ça par des formations Internet, par des lectures, par l'achat du matériel et l'exploration. Alors, je vous dirais que mes enfants, ils pourraient réintégrer un système scolaire sans problème parce qu'ils auront toujours vu un exemple de pédagogue qui n'a pas de limite à aller trouver l'information. Alors, je vais prendre l'exemple toujours. Si vous regardez à droite, vous voyez pas ce qu'il y a à gauche. Et si vous regardez à gauche, vous voyez pas ce qu'il y a à droite. Donc, dans le milieu scolaire, ils vont peut-être voir la gauche pendant que je regarde à droite. Mais ils n'auront pas vu à droite eux autres non plus. Et moi, j'aurais pas vu à gauche, ce qui n'empêche pas que quand on en sentira le besoin, on pourra aller explorer ces connaissances-là. Je pense que on lègue à nos enfants une soif d'apprendre, et ça fait en sorte que quand ils rentrent dans le milieu scolaire, ben moi j'ai vu des enfants faire de l'école à la maison, même du unschooling pendant toute leur enfance, réintégrer le milieu scolaire au bon niveau, du bon âge et avoir des notes extrêmement comparables à tous les enfants. Donc, on leur a offert quelque chose qui est différent soit,
mais qui n'est pas moins ou plus. C'est que différent. C'est comme dire qu'on leur donne des outils pour pouvoir justement être autonome, indépendant et pouvoir se débrouiller justement en général dans le monde qui va les entourer ou qui les entoure. Oui, puis c'est simplement que des fois, on prend le temps de laisser parler la dépendance de l'enfant, de laisser parler ses craintes, de laisser parler son exploration, d'accepter l'erreur pour aller vers une indépendance mature, solide, qui fait en sorte que l'enfant aura tout en lui pour aller chercher ce qu'il a besoin au même titre que les enfants qui auront passé par un cheminement scolaire conventionnel. Donc, moi, je sais faire de l'équitation, je sais traire les vaches, mais je ne sais pas être journaliste. Est-ce que toi et moi, il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre? C'est juste que moi, je connais à droite et toi, tu connais à gauche. Mais c'est comme ça pour tous les humains. Je sais qu'on pourrait en parler encore longtemps. Je te remercie de nous partager ton expérience. Est-ce que tu pourrais peut-être un dernier mot me dire pour les parents qui nous écoutent ou qui ont un intérêt mais qui n'ont pas fait encore le saut ou qui n'avaient pas forcément pensé mais qui sentent quelque chose que ça résonne en eux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou peut-être comme mot pour donner un petit coup de pouce ou un petit coup de boost? En réalité, là, on a tous peur de quelque chose. Quand c'est la peur qui nous arrête, uniquement la peur, il faut se poser la question pourquoi on est arrêté par ça. Puis peut-être que ça sera ça le meilleur exemple que nos enfants auront. Ça sera d'avoir vu un parent avoir peur, mais aller au-delà de la peur pour pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau. Je peux pas vous cacher que j'ai eu très peur de faire l'école à la maison. C'était pas ce que j'avais appris, c'était pas ce que je pensais pour la scolarité de mes enfants. Mais une chose est claire, j'ai douté longtemps, je me suis remise en question, j'ai façonné des choses et puis je crois aujourd'hui en regardant par en arrière que c'était la bonne chose à faire, qu'on a créé quelque chose à notre image qui était extrêmement valorisant pour mes enfants, où est-ce qu'ils se sentent extrêmement impliqués. Et puis, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, mes enfants ne sont pas spectateurs de leur vie, mais en sont bien acteurs. Et ça sera à date ma plus belle réussite, d'avoir des enfants qui sont impliqués dans leur scolarité, autant dans l'organisation, la réalisation, le retour sur eux-mêmes. Ils sont impliqués à différents niveaux et pour moi, ça a énormément de valeur. Pour moi et mon mari, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors pour terminer, je sais que les gens peuvent contacter des associations comme l'ACED, justement, dont tu fais partie, et que j'imagine que les gens peuvent téléphoner ou s'ils ont vraiment des doutes, des questions, peuvent parler avec des gens qui sont déjà avec des gens d'expérience comme toi. Oui, exactement. Donc, sur le site internet aqed.qc.ca, vous pouvez trouver les coordonnées du soutien de l'ACED. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez écrire un courriel. Puis il y a des parents aussi passionnés que moi qui vont vous répondre. On est une très bonne équipe au soutien et puis on est une très belle équipe à l'ACED. On y croit, on croit à ce qu'on fait. Puis on voit les résultats, nous, quotidiennement et on en est très fiers. Moi, j'ai des enfants extraordinaires, comme tous les parents diraient, et je suis très fière de leur réalisation et de ce qu'ils sont dans leur vie.